Giguère, expert en résidence à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. En premier lieu, je voudrais remercier les organisateurs de me donner ce grand privilège de modérer notre deuxième tribune de la journée. Une tribune qui a pour thème la transformation de l'OTAN. L'OTAN, l'OTAN, l'OTAN. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis qu'elle a vu le jour en avril 1949. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis que le jeune lieutenant Giguère était déployé sous les couleurs de l'OTAN en République fédérale d'Allemagne. Il y avait deux Allemagnes à cette époque-là. Alors que bien des débats étaient soulevés par l'adhésion de l'Espagne en 1982, imaginez-vous un 16e membre. Alors qu'entre autres étaient soulevés des enjeux d'efficience et d'efficacité dans une organisation où les décisions sont prises par consensus, requérant l'accord unanime de tous les pays membres. Imaginez-vous aujourd'hui avec 32 membres dans l'organisation. On peut donc se poser la question, est-ce qu'il y a une OTAN ou une OTAN multiple? Est-ce qu'il y a une OTAN du Nord, une OTAN du Sud, une OTAN européenne, une OTAN nord-américaine, une OTAN qui contribue en moyens financiers ou une qui paye en sang et en sueur, une situation que j'ai vécue à Kandahar. L'OTAN fait encore la une cette semaine, alors que des questions importantes sur son avenir sont soulevées. Des questions qui me semblaient impossibles à poser il y a encore quelques mois. Inutile de vous dire qu'impossible est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire il y a exactement 1 année et 2 jours. Je vous laisse faire le calcul. Le partage, le transfert du fardeau au sein de l'OTAN est donc un enjeu d'extrême importance qui mérite d'être davantage réfléchi, un partage faisant l'objet de vifs débats dans nos capitales et qui potentiellement conduiront à la transformation de l'OTAN telle que nous la connaissons aujourd'hui. J'allais ajouter une énième transformation. Pour tenter d'y voir plus clair sur ce thème, je suis accompagné d'une formidable équipe. Alexis Kumetat, qui est consultant et membre fondateur de l'Association française pour la communauté euro-atlantique. Élise Bernard, qui est docteure en droit public, enseignante à Sciences Po et à l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Et finalement, Maude Kessar, maître de conférences des universités, directrice du domaine Europe, Espace transatlantique, Russie à l'IRSEM et docteur de l'Université Sorbonne Nouvelle, diplômée en Sciences Po. Alors, la manière dont cette tribune va fonctionner, c'est que notre premier présentateur, Alexis, va nous donner sa présentation d'une quinzaine de minutes. Et tout de suite, on va prendre une dizaine de minutes de questions qui vont s'adresser directement à Alexis. Ensuite, Élise va prendre la parole,
Même chose, une quinzaine de minutes suivies de 10 minutes pour Élise. Et en finale, Maude Kessar qui va se joindre à nous par électron de manière virtuelle va donner sa présentation et ensuite on aura un 15-20 minutes de questions que vous allez pouvoir adresser à tous les membres de notre tribune. Alors là-dessus, je laisse la parole à Alexis Kumeta qui va nous parler, le titre de sa présentation, L'action associative, un moyen pour pérenniser la relation transatlantique et un enjeu d'adaptation des structures et fonctionnement de l'Alliance. On accueille Alexis Kumeta. Bonjour à tous. Alors, hop, je mets mon petit minuteur comme ça. Je ne vais pas être trop long parce que ça va être le risque. Oui, en fait, j'interviens à deux titres. C'est vrai que consultant, en fait, mais je ne suis pas consultant en affaires internationales. Je suis consultant dans les entreprises et je m'occupe de la transformation des organisations, en particulier dans leurs dans leurs aspects de facteurs humains. Et ça va être un sujet, alors, avec notre cher Olivier Schmitt. On a des discussions, enfin, j'aimerais qu'on en ait encore plus d'ailleurs, parce qu'il dit on ne peut pas transposer ce qu'on fait dans les entreprises aux aspects sécuritaires, militaires. À ça, je dirais deux choses. Et il sait qu'on n'est pas d'accord et je l'estime et je l'admire infiniment, vraiment. D'abord, l'OTAN, c'est une organisation politico-militaire. Donc, il y a aussi le côté politique. Et puis, je retrouvais deux papiers dans le formidable DSI de ce mois-ci, dans lequel Laure Bardiès rappelait que dans le bouquin de Marc Bloch sur la défaite, eh bien, il rappelait une des raisons de la défaite qui était les aspects les plus prégnants de la bureaucratie militaire. Et oui, parce que la bureaucratie, c'est pas que dans les affaires militaires, c'est aussi dans les affaires civiles, dans les organisations civiles. Et je ne parle même pas des entreprises qui sont liées à la défense. Moi, je n'interviens pas dans les entreprises qui sont liées à la défense. Alors, cela dit, si elles veulent me faire travailler, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, donc déjà, il y a la bureaucratie. Comment on fait avec? Peut-être qu'on lutte, mais comment on fait avec la bureaucratie? La deuxième raison, enfin, une des deuxièmes raisons, c'est Thibaut de Montbrial, le grand patron de l'IFRI, le créateur de l'IFRI, qui recevait il y a une dizaine de jours ou il y a une semaine, euh, le général Hervé Pierre, pardon, à propos de son bouquin sur André Beaufre. Et il résumait notamment un des aspects qui disait, mais dans les armées, ça grenouille aussi, hein. En fait, il ne suffit pas de donner des ordres. Il y a plein de choses qui se passent. Et donc voilà, c'est à ce titre-là que j'interviens. Ma deuxième casquette, et comme tu le disais, c'est au nom de la fameuse Association française pour la communauté euro-atlantique. En fait, personne d'entre vous ne connaît cette association. Peut-être. En fait, elle est représentée de façon très importante aujourd'hui, parce que notamment Laurent Borzillot, qui est un autre membre du comité directeur. Et puis, il y a des gens non moins illustres dans cet environnement, comme Elie Tenenbaum, qui est aussi un des fondateurs que vous connaissez. Vous citiez tout à l'heure Camille Grand, il fait partie de l'équipe. Il y a Alexandre Vulic, qui est consul général de France à Munich. Et puis, on a des militaires, des généraux, des amiraux, et on a notamment la joie d'avoir le général Denis Mercier, qui était l'ancien SACTI, dans cette association. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu mes deux casquettes. Et on est déjà à 2 minutes 58. En fait, réécoutais le discours remarquable de Marc Carnet. Et il a parlé de rupture. Et moi, en termes de praticien de transformation des organisations, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une rupture? Ou est-ce que c'est une évolution? Vous savez, quand on mène des transformations de rupture, ça a des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça fait terriblement peur. Les avantages, c'est que ça peut mobiliser l'attention. Donc, faut voir. Et puis, parfois, c'est juste des évolutions. Et alors moi, j'observe ce qui se passe dans le domaine international. Alors, il se trouve quand même que j'ai fait quelques dizaines d'années dans la réserve militaire et j'ai continué à observer ça. Donc, je suis pas un expert, mais je regarde. Et je retrouvais des articles en préparant cette prise de parole. Alors, notamment Raymond Aron. Raymond Aron, qui est beaucoup intervenu
dans l'association atlantique telle qu'elle existait depuis 1954 et qu'elle a existé dans les années 60, 70 et un peu plus loin. Comme il disait à propos de la discorde atlantique, il ne faut pas supposer le pire, mais il l'appelait mon ami, le secrétaire d'État américain, à avoir une lecture faite des livres qu'il a écrits lorsqu'il est professeur à Harvard, parce que le secrétaire d'État américain, à l'époque, critiquait le marché commun. Alors, c'était sur une histoire d'importation de poulet américain ou poulet européen, je ne sais pas. En fait, il se trouve que le secrétaire d'État américain, à l'époque, c'était Henry Kissinger. Et donc, qui avait changé de posture. Et puis, je regardais encore plus récemment, alors c'est un article de Pierre Mélandry en 2004, qui décrit la fin des années 90 du point de vue américain, du passage du nouvel atlantisme, qu'on appelait avant, à une alliance light. Et il disait, du coup, aussi plus que jamais, les Américains ont paru vouloir à tout prix empêcher l'émergence d'une Europe unie, susceptible de menacer une unipolarité érigée en panacée. Et donc, ce qu'on entend dans les discours du président américain, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est pas très nouveau. Alors, si c'est nouveau, c'est sur le style. Et c'est vrai que dans un domaine, dans un monde dans lequel on est habitué à se donner des coups de couteau, mais de façon polie, le monde des relations internationales, là, ça décoiffe un peu, quoi. Mais ça, c'est peut-être l'évolution de ce monde et puis de cette personnalité. Alors, moi, je fais le parallèle aussi avec ce qui se passe dans des organisations civiles. Il y a des gens qu'on appelle les managers toxiques. Les managers toxiques, une de leurs spécialités, c'est de multiplier les injonctions contradictoires. Et ça, c'est pour déstabiliser les gens. Alors, soit c'est des pervers narcissiques qui le font à dessein, et puis parfois, ils ne le savent pas. Et c'est pas parce qu'on est confronté à un manager toxique que ça veut dire qu'on est en situation de rupture, en fait. Il faut bien dissocier. Et moi, en termes de transformation des organisations, toujours ne cédez pas au syndrome de la pie, c'est-à-dire de se focaliser sur les personnes qui s'agitent, qui vous fâchent, qui veulent attirer votre attention et sur les sujets qu'elles veulent mettre à l'agenda. C'est comme, vous savez, il paraît, enfin, alors, j'entends les conversations, on parle toujours du vieil oncle colérique dans les réunions de famille. Il y en a même qui disent le vieil oncle facho. En fait, il y a deux choses, deux façons de faire. Soit on se focalise sur ce qu'il dit, soit on continue la conversation à table avec les autres. Et je me dis qu'à cette table de gens civilisés, eh ben, on pourrait continuer la conversation aussi autrement. Et donc, ma conviction, c'est qu'en fait, il est possible, évidemment, de transformer l'OTAN, mais ça, c'est depuis sa création, même avant, hein. Je rappelle qu'en termes de fardeau purement militaire, euh, les Européens sont allés chercher les Américains. Parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on sortait de la guerre sur laquelle on avait détruit notre continent. Et ils ont dit, OK, pour 10 ans. Pour 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et donc, c'est un réflexe qui est d'aller chercher un coupable quand les choses vont pas. C'est beaucoup plus facile que de se remettre en question. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il faut aussi accepter de se remettre en question, j'allais employer un terme un peu vulgaire, mais en tout cas de se bouger. Et pour ça, euh, j'ai une proposition, c'est en fait de revenir au traité de Washington, et en particulier, non pas à l'article 5 qu'on cite tout le temps, mais à l'article 2. Et l'article 2, vous savez quoi? Il paraît qu'on appelle ça l'article canadien. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Parce que c'est les Canadiens qui ont insisté pour le mettre dans le traité de Washington. Et l'article 2, on en parle souvent sur les aspects économiques. En fait, il y a eu un moment où il y a eu une direction des affaires économiques à l'OTAN. En fait, elle regardait juste, alors c'est pas neutre, hein, mais l'évolution des dépenses en matière d'armement dans des pays de l'Alliance, mais aussi dans les forces du pacte de Varsovie. En réalité, dans l'article 2, on parle beaucoup de consensus. Dans l'article 4 aussi, le consensus, c'est en cas de menace directe sur un territoire, il faut revenir à la concertation, au consensus. L'article 2, ça va au-delà. Et en particulier, euh, pour mettre en œuvre l'article 2, l'Alliance a fait appel en 1956 au comité des trois sages. Le comité des trois sages, c'était le Canadien Lester Pearson, l'Italien Gaetano Martino et le Norvégien Alvard Lang. Et en gros, ils sont arrivés à un rapport. Alors, 56, ils ont commencé en mai 56, ils ont rendu leur rapport en décembre 56. On était en pleine crise de Suez. C'est assez cocasse ou intéressant. Mais en tout cas, ils ont mis en avant le fait que le consensus, la discussion
collective préalable était extrêmement importante. Et je reprends encore Raymond Aron, parce que Raymond Aron, ça fait vraiment partie, pour moi, des penseurs incontestables. Il n'y a plus que 5 minutes? Ou ça fait déjà 5 minutes? Ah la vache, 9. Bon, alors d'accord. Bon, bref. Donc, en fait, avant, il y a eu un comité des trois sages. Même avant ça, ça c'était en 51. Et les trois sages, c'était Avril Harriman, Jean Monnet et Sir Plowden. Et en fait, il y avait un Français. Et donc, ça montre quand il faut des sages, il faut aller chercher les trois sages au Canada et les trois sages en France. Et dans ce cas-là, ça marche bien. Alors, je vais aller très très vite. Les associations euro-atlantiques, c'est des gens qui sont engagés pour le dialogue euro-atlantique dans tous les pays de l'Alliance. Jusque dans les années 2000, le manuel de l'OTAN, d'ailleurs, faisait référence à ces associations, avec une association chapeau qui est l'association du traité atlantique, et qui faisait partie des organisations parlementaires et non gouvernementales. Il y en avait trois, enfin il y en avait quatre à un moment. Il y avait l'Eurogroupe, qui s'est arrêté en 94. Il y avait la CIOR, les officiers de réserve, et puis l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et donc c'est quelque chose qui a été reconnu. Depuis, bon, voilà, on va dire que ça existe moins, et donc on est en dessous. Qui est-ce qui fait partie de ces associations? Je vous donnais quelques noms pour l'association française. Dans son Que sais-je, Amélie Zima, que sais-je sur l'OTAN, Amélie Zima parle de ces associations. Je vous y réfère, et j'écrivais tout ça dans le papier qui suivra. La question de l'efficacité, en fait, et de l'utilité, elle est intéressante. Alors pour ça aussi, je donnerai des références universitaires. Moi, mon sentiment que les associations, elles ont un rôle de marginal séquent. Et en matière de transformation, là j'emploie un gros mot de sociologue, des organisations. Le marginal séquent, c'est quelqu'un qui a un pied dans deux organisations. C'est pas comme Jean-Claude Van Damme qui est sur deux camions, qui s'écarte. C'est quelqu'un qui est à la fois dans le monde des relations internationales et peut-être dans le monde des entreprises, dans le monde des universités. Et tout ça, ça veut dire qu'en ayant le double regard, il peut parler, il peut faire la traduction et faire employer le langage des uns vers les autres. Et je crois au pouvoir transformateur des conversations. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans notre monde qui se polarise, on refuse de parler aux gens. Beaucoup. Ah, j'ai pas envie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, mon sentiment, c'est que quand les gens refusent de converser, c'est qu'ils ont peur d'être convaincus eux-mêmes par les arguments de l'autre. Alors qu'on pourrait aussi se dire qu'on va convaincre les autres. Les associations, elles ont un rôle. Alors, le rôle des associations est comme pour les associations euro-atlantiques, il y a un boulot considérable à faire pour les étudiants qui sont là. Vous pouvez faire de la recherche, il n'y a rien qui existe. Il y a un autre travail qui est sur les interactions entre les organisations nationales, les gouvernements et les associations. C'est un champ qui est exploré dans le domaine des affaires sociales, beaucoup, très peu dans le domaine des relations institutionnelles. Et c'est dommage. Et en fait, y compris dans le sujet des affaires sociales, on dit il y a plusieurs rôles. Soit l'État sous-traite à des associations, soit les associations s'emparent du sujet et complètent, et parfois remettent en cause ce que fait l'État et aide l'État à s'adapter au monde. Et là, on parle de résilience et des nouvelles pratiques de la résilience de la sécurité industrielle que j'évoquerai aussi. Et donc, je pense que ces associations, elles peuvent avoir une utilité pour accompagner la transformation de l'Alliance en travaillant aux relations civilo-militaires en général, parce que les associations, elles ont un pied dans les deux mondes, et ces relations civilo-militaires, la guerre en Ukraine, les premiers mois de la guerre en Ukraine ont bien montré que c'était indispensable. La défense d'un pays, ça n'est pas que les forces armées, ça n'est pas que l'industrie de défense, ce sont les industries en général. Quand on sait que Renault va fabriquer des drones militaires pour les armées françaises, Renault, a priori, c'est pas... En tout cas, peut-être au départ, ils ont construit des chars. Mais maintenant, c'est pas une industrie militaire. Et donc, et c'est aussi enrichir avec ces approches, sortir de la confrontation entre deux chefs d'État ou entre deux gouvernements et se dire, il y a tout le reste du monde aussi qui travaille, et en particulier les entreprises et aussi le monde académique qui en fait partie. Et faut aussi prendre quelque chose en compte dans ces discussions, c'est que les gens, ils sont pas toujours mus par l'idéologie. C'est quelque chose que j'entends. Et moi, je me réfère souvent au modèle MICE, pardon, comment, le money, interest, compromission and ego. Et souvent, on se dit, les gens font ça pour des raisons politiques, idéologiques. Ça, c'est le boulot des chefs d'État. Ils vont être élus, réélus, ou faire une Poutine-Medvedev pour rester 50 ans au pouvoir. Pendant le Poutine-Medvedev, vous connaissez le jeu, hein. On met quelqu'un, un homme de paille, voilà. Et là,
oui, oui, pardon. Je me promenais dans le vieux Québec hier avec un guide formidable et je tombe sur un panneau qui rappelait que les Québécois s'étaient opposés à Arnold, alors qui à l'époque n'était pas général. Il menait les troupes pour conquérir. Et le général Arnold, en fait, il est connu comme étant le traître pour les Américains parce qu'il a basculé du côté britannique à un moment. Et on se dit, c'est peut-être parce qu'il avait un projet politique. En fait, on s'est aperçu derrière que derrière, il demandait un certain nombre de dollars, ou de livres britanniques plus exactement, et un titre, Money and Ego. Et peut-être est-ce qu'il y avait de la compromission derrière, mais là, je ne veux pas ouvrir des dossiers sordides sur des îles paradisiaques. Et donc, pour aider les associations, et je termine par là, les associations à aider pardon, pour permettre aux associations d'aider les grandes organisations à se transformer pour maintenir ce dialogue transatlantique, je pense qu'il y a plusieurs conditions de succès. D'abord, c'est de conserver les caractéristiques de l'engagement bénévole. Moi, je regarde ce qui se passe dans ce qu'on appelle les think tanks aujourd'hui, etc. Il y a de plus en plus de permanents et c'est normal parce qu'on a en plus de gens qui veulent vivre leur passion et en vivre. Euh, quand vous payez des gens, les bénévoles se désengagent. C'est normal. Pourquoi est-ce que moi je ferais gratuitement ce que des gens font en étant payés? Et ça, c'est perdre la qualité de marginal séquent, puisque quand vous êtes uniquement dans votre environnement, vous faites bien votre travail, mais vous ne pensez qu'à ça. Et vous n'avez plus l'ouverture sur le reste du monde. La deuxième chose, c'est d'accepter l'apport des marginaux séquents et de se dire, eh bien, c'est des gens un peu différents, mais ils peuvent vous apporter ça. Et je remercie infiniment le Rubicon de m'apporter cette tribune pour essayer de vous dire, bah, moi, je suis un marginal séquent. J'ai été réserviste, mais j'étais un réserviste, je ne pensais pas que j'étais un sous-traitant des armées. J'aidais les armées aussi à se transformer parce que j'avais cet apport de civil. Et puis, il y a peut-être une manœuvre RH, ça c'est la manœuvre RH, c'est ce que Olivier Zajac expliquait dans un colloque en 2011 en disant que pour promouvoir l'OTAN et la place, l'influence française dans l'OTAN, c'est de faire bouger les gens. Et peut-être par le biais des associations. Et puis enfin, c'est ce qu'on appelle le nouveau management pour tous. Alors ça va faire hurler dans les cercles habituels, mais le nouveau management pour tous, et là je termine en anglais, c'est the need to establish flexible and adaptable structures, non-hierarchical and participatory decision-making, building a relationship through developing mutual respect, understanding and trust, capacity building, defining an overriding mission, building consensus and managing conflict. Et ça, c'est une transformation culturelle. Et il paraît que pour ça, il y a des gens qui savent faire. Pardon pour le retard. Merci. Ah, je ne suis pas si en retard, 16 minutes 43. Ah. Alors, merci beaucoup, Alexis. Quand je vous ai mentionné au début, on va prendre quelques questions par conférencier et conférencière. Alors, on aurait du temps pour deux, trois questions pour Alexis. Alors, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions en ligne aussi ou... Non, mais ça va faire plus de place pour Elodie. Elle va parler d'André Beaufre, qui est un personnage extraordinaire et qui a fait un super bouquin sur l'Union européenne et l'OTAN. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la France et l'OTAN, et si vous êtes à Paris, allez au Souvenir français. On a fait une exposition en mobilisant à la fois des gens comme moi qui n'y connaissent rien et des super experts comme Christelle Calmels, comme Camille, comme Élie, enfin voilà. Et c'est une exposition qui est ouverte à tous, c'est aussi au Souvenir français. C'est dans Paris 17e, c'est ouvert pendant un mois. Et on essaie de faire aussi un peu de pédagogie. C'est là le rôle des associations euro-atlantiques. Et on parle d'André Beaufre. Qui va être le sujet de notre autre présentation. Alors, merci beaucoup encore une fois. Et moi, ce que je trouvais, parce qu'hier, on a discuté ensemble avant, évidemment, la journée, et je lui disais que les actions associatives, l'action associative, c'était pas nécessairement quelque chose de très connu ou discuté, en tout cas ici, à mon avis. Mais en vous écoutant, là, on a vu quand même la richesse des parties prenantes qui peuvent avoir de l'influence sur ce qui se passe en ce moment. Vous savez, c'est évidemment, c'est pas nécessairement les associations qui sont à Davos. On entend les chefs d'État, les représentants, mais il faut pas penser que
Il n'y a pas d'influence qui peut se faire par toutes sortes de canaux, toutes sortes de moyens. Et tu as bien soulevé, là, je crois, l'importance de ces parties prenantes-là qui ont, comme on dit chez nous, le cœur à la bonne place, mais qui sont peut-être pas sous les feux de la rampe, mais qui sont quand même importants. Alors, on va donner la parole à Élise Bernard, dont, en fait, parce que Alexis parlait d'André Beauf, c'est tout à fait le sujet d'Élise, dont le titre de la présentation est André Beauf, l'OTAN et l'Europe, quand les failles juridiques deviennent un levier stratégique. La parole est à vous. Bonjour à tous. Oui, j'ai pas du tout suivi la charte graphique du Rubicon. Toutes mes excuses, inattention totale. Euh, En fait, j'étais partie dans l'idée de vous parler d'un type sacrément culotté. Vous voyez le titre de cet ouvrage? Il sort en 1966. À ce moment-là, De Gaulle se rapproche des Soviétiques. Il dédie un livre sur l'Europe à ses amis américains. Il soulève, je cite, euh, des discussions sur l'OTAN qui risquent de mettre en évidence les points de vue les plus opposés et les plus passionnels. Il est anglophone, enfin, il est en complète rupture avec la France dans l'OTAN qui va sortir le commandement intégré qui va quitter le commandement intégré à ce moment-là. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur André Beaufre, parce que d'abord, il compte un certain nombre de commentateurs. Je vais vous expliquer pourquoi je l'apprécie, parce que c'est un visionnaire. Et d'abord, premier point, et pas des moindres, c'est quand même le premier militaire français à avoir osé le coming out pro-européen. C'est pas un détail. Plus sérieusement, dans cet ouvrage, que je vous recommande donc d'aller lire, et je vais vous l'expliquer à plusieurs titres, il se demande comment faire l'Europe à l'avantage de tous. Et ça me plaît. L'avantage à l'avantage de tous, et aussi parce que donc c'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain, c'est un homme de terrain qui a connu beaucoup de catastrophes, parce que là, par exemple, il est avec le général Stockwell, ils reviennent de Suez, hein, je ne reviens pas sur la crise de Suez. Il a quand même été témoin de plusieurs gros ratés français. Ça n'empêche pas de continuer à réfléchir et à écrire et à mettre des petits cailloux dans les chaussures qui sont toujours valables à l'heure actuelle. Donc c'est très intéressant ce qu'il fait. Ce qui m'intéresse dans le travail de Beaufre, c'est que c'est un homme de terrain qui a bien compris que les procédures institutionnelles, ce sont des outils. Une procédure institutionnelle, c'est un outil. C'est un outil qui permet d'anticiper, qui permet de construire, même si on rate sa cible, mais au moins on a pensé un outil et on l'a utilisé. Euh, donc c'est un observateur lucide de son temps. D'accord? Il est tellement lucide que dans cet ouvrage, il parle carrément, excusez-moi l'expression, d'Union européenne. Alors, pour nos amis canadiens, ça n'existe pas l'Union européenne en 1966, hein. L'Union européenne, c'est une création de 1992. Ça devient une organisation internationale à part entière en 1992 et elle obtient sa personnalité juridique à partir de 2009. André Beaufre écrit en 1966 que l'Union européenne est la condition préalable d'une réunion avec les États-Unis dans une union atlantique. Soyons honnêtes, hein. Au regard de ses fonctions et autres écrits, on ne peut pas à ce moment-là lui reprocher un excès d'angélisme, de robe et attitude comme on reconnaît exactement. Donc, il imagine l'Union européenne en 1966
dans le cadre de mécanismes institutionnels qui seront utiles au plus grand nombre. Voilà ce qui est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse d'autant plus, André Beaufre? C'est que moi aussi, je viens du monde des ratés institutionnels. Mes recherches doctorales portaient sur l'ex-Yougoslavie, donc le plus fourni et intéressant des laboratoires de failles tragiques des constructions politiques et juridiques. Donc, comme lui, je pense que tous ces ratés ne doivent certainement pas servir à décrédibiliser toute construction institutionnelle, ni à alimenter les discours anti-droit international. Au contraire, tout ceci doit nous pousser à améliorer, innover et réformer. Et ça, en fait, Beaufre l'avait bien compris. Si l'Europe reste imbriquée dans un système politico-militaire dominé par d'autres, du fait de son excès de prudence, hein, je vais interpréter ça comme ça, jamais l'Europe ne prendra conscience de ses propres problèmes. C'est un discours de 1966. On est 60 ans plus tard, moi, j'ai pas vu d'évolution encore hein, à ce sujet. C'est quand même, alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas évolué, même s'il y a quand même eu des améliorations. Alors, qu'est-ce qui fait que tout ce petit monde... Non, non plus. Ok, c'est pas grave. Voilà, hop. Alors, nous sommes face à deux organisations internationales. Ouais, je vous ai un peu embobiné là, mais maintenant on va faire du droit. Hein, ça suffit maintenant. Nous sommes face à deux organisations internationales qui répondent à des mécanismes diamétralement différents. L'OTAN, c'est le symbole même de ce qu'on appelle la common law. C'est pas à vous que je vais expliquer ce que c'est que la common law, mais la particularité d'un système dit de common law, c'est qu'il est flexible, pragmatique, il s'adapte aux circonstances. On joue sur les silences pour pouvoir s'adapter en fonction des circonstances. Je vais aller très très vite. L'Union européenne, c'est complètement l'inverse. Mais d'ailleurs, on se moque de nous pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tout est tellement écrit, rigoureux, que la moindre sortie emporte sanction. C'est ça la spécificité de l'Union européenne. Tout est très long, tout est très lent. Mais alors, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Et le premier qui sort, il est puni. Il est sanctionné. Alors, vous le savez, parce que vous êtes tous extrêmement brillants, la Charte des Nations Unies, dès 1946, elle prévoit un chapitre 8 dont on parle un peu moins souvent que le chapitre 7, mais il est particulièrement intéressant dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la Charte des Nations Unies, elle prévoit que des organisations régionales vont venir emboîter le pas à l'Organisation des Nations Unies pour pouvoir permettre le maintien de la paix et d'éviter les ruptures de la paix. Et c'est exactement pourquoi, alors à ce moment-là, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, je ne reviens pas sur toute l'histoire de la construction européenne, et l'OTAN. Donc d'abord 1949, 1951 pour la première construction économique européenne, et finalement, conformément à cet article 52, ces organisations internationales poursuivent l'objectif de maintenir la paix en suivant deux schémas tout à fait différent, celui de la common law et celui du droit romain, avec toute sa restriction textuelle telle qu'on peut la connaître. Alors, en fait, on arrive à une question que je me permettrai de poser de façon très innocente. Hein, qui de l'UE ou de l'OTAN maintient le mieux de la paix? Le mieux la paix, pardon, aujourd'hui? Qui le mieux? Eh bien, les deux, mon général. Finalement, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les deux coopèrent et pourquoi est-ce que le flou de l'un peut être rempli par la rigueur de l'autre et la rigueur bloquante de l'autre peut être remplie par la flexibilité du premier. Oui. En fait, on en a parlé ce matin. Hein, je fais un petit peu rapidement écho à ce dont parlaient Jean ce matin. Le,
au moment où l'OTAN est créée, on imagine une organisation internationale, mais on imagine quelque chose de plus. Évidemment, le citoyen moyen, ça lui est un peu égal que cette organisation internationale suive un modèle de common law. On n'est pas du tout sur ce genre de considération. Là, on est sur de la survie. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre que cette création institutionnelle, elle fait office de rempart psychologique. Parce que tout est à reconstruire. Et le deal, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, entre États-Unis et ses alliés européens, c'est nous veillons sur votre sécurité de façon à ce que vous puissiez vous reconstruire le plus paisiblement et le plus efficacement possible. Je ne rentre pas dans d'autres considérations, mais c'est ça l'idée. D'accord? Et puis, ce qu'expliquait très bien Jean, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça. On voit quand même bien que Staline n'est pas exactement là pour rigoler, quoi. Le blocus de Berlin, le coup de Prague, enfin, je veux dire, ce sont des événements que vous connaissez. Il faut quand même pouvoir permettre à des gens, à des villes avec des dizaines de milliers d'orphelins qui traînent dans les rues, parce que c'est ça, hein, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de pouvoir se reconstruire. C'est pas le bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pardon. Donc, on a une OTAN qui est rempart psychologique, mais qui finalement, avec son article 5 particulièrement flou, je ne vais pas vous faire une analyse, mais cet article 5 particulièrement fou, finalement, ben, il peut faire peur. Il peut faire peur. La preuve, l'URSS n'a pas essayé de voir ce que ça pouvait faire de mettre en œuvre l'article 5. Donc finalement, cette solution un petit peu floue qui inspire la crainte, elle fonctionne, on s'en satisfait, et on laisse la construction plutôt économique européenne faire son boulot d'économique, c'est-à-dire on reconstruit, on fait travailler les gens, on fait des maisons, on fait des enfants, etc., etc. À ce moment-là, et d'ailleurs c'est plutôt intéressant parce que je vais le mettre après, dans le préambule de la charte de l'Atlantique Nord, il y a quand même ce passage qui consiste à dire que la défense de la démocratie est une priorité capitale pour l'OTAN. Bon, bah, parmi les membres fondateurs de l'OTAN, il y a le Portugal. Je ne vais pas faire de commentaires. C'est une première ambiguïté qu'on va retrouver petit à petit de façon plus discutable. Non, les conditions d'adhésion à l'OTAN, elles ne sont pas aussi strictement attachées à la défense de l'état de droit et des droits fondamentaux comme peut l'être l'Union européenne, malgré ce que peut dire l'article 10. Vous voyez, on est sur des articles un peu flous, mais en même temps, on discute. Mais les géostratèges vous diront oui, mais on ne pouvait pas refuser le Portugal et le positionnement de l'île des Açores. Bien sûr qu'on ne pouvait pas, effectivement. Tout se comprend. Ce que je veux dire, c'est que l'objet de l'organisation internationale appelée OTAN, et ben, finalement, ces avancées sur le flou, elles ont eu des avantages, mais elles ont eu des inconvénients, et là, on commence à le voir assez sérieusement, en fait. Alors, l'OTAN qui avance comme un marqueur démocratique, bof bof, hein, on en parlait de l'Espagne tout à l'heure. D'ailleurs, Beaufre en parle, hein, il est mort quelques mois avant Franco. Comme quoi ça vit vieux, les méchants. Voilà, on est d'accord avec le Portugal, mais on n'est pas d'accord avec l'Espagne de Franco, mais on admet quand même la Turquie et la Grèce, qui d'ailleurs se tapent dessus un petit peu plus loin en Méditerranée. Bon, vous voyez, le critère, il n'est pas extrêmement strict, hein. Mais on abandonne tous ceux de l'autre côté dits du rideau de fer. Mais bon, comme on évolue et comme on évolue en paix, on ne lui en veut pas trop. À l'OTAN, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, et c'est là où c'est intéressant dans l'œuvre de Beaufre de constater ça, c'est que,
Ah, il dit pas que les autocraties dans l'OTAN, c'est pas terrible. Il reste quand même un militaire français. On va pas lui demander non plus de, à ce point, dire des choses aussi terribles. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant dans son œuvre, c'est qu'il souligne le fait que les autocraties ou les régimes, on va dire, en voie de démocratisation, rejoindre l'OTAN. C'est une bonne idée, ou ça ne peut pas être une mauvaise idée, et c'est exactement qu'il faut comprendre les élargissements à l'Est à partir de 1999. Évidemment que la Russie d'Yeltsin n'est pas une menace hein, à ce moment-là, d'accord? C'est pas une menace. Par contre, il y a une garantie de non-retour en arrière, garantie par l'allié américain, auquel on fait plus confiance que le Ouest européen, parce que l'Ouest européen, il s'est bien développé dans son coin, mais finalement, le malheur des frères de l'Est est passé au second plan. C'est comme ça qu'il faut comprendre les premiers développements, avec quand même un cas particulier, encore petit rappel à ce matin, pour nos amis baltes qui ont une perception du danger par rapport à la Russie qui est quand même hautement différente. Et surtout, finalement, même si ça n'a pas été compris comme ça, et on l'a compris avec les élargissements de 2004 de l'OTAN, le sommet de Bucarest, et je ne reviens pas sur toutes les mésententes à propos de la Géorgie et de l'Ukraine, normalement. Enfin, ce sont des sujets, enfin, on pourra y revenir si vous avez besoin de détails, mais les Baltes, ce sont quand même, c'est pas trois États satellites de l'URSS, c'est trois États fédérés de l'URSS. Décrédibilisation totale du modèle inspiré par Moscou, et je parle même pas de la post-dislocation URSS, puisque on est bien d'accord qu'on vit quand même toujours mieux à Tallinn, bon, peut-être pas Saint-Pétersbourg, mais Moscou, oui. Et ça, c'est un désaveu absolument terrible. Alors, cette ambiguïté, elle apporte évidemment des lacunes que nous ne comprenons, enfin, ou beaucoup d'entre nous n'ont pas compris ces dernières années. Pourquoi cette extension de l'OTAN alors que finalement rien dans son traité ne prévoit qu'elle doit s'étendre à ce point? S'étendre pour développer la démocratie, oui, enfin, en même temps, avec la Turquie dedans, on peut quand même se poser la question. Donc ce flou-là, mais finalement, il est instrumentalisé. Il a été très utile, mais il est quand même hyper instrumentalisé. Et ça, il n'y a pas eu de stratégie pour ça. Aucune stratégie. Parce que finalement, on a dû, entre guillemets, subir l'idéalisme américain qui dit non, mais tant que ça va, ça va. C'est là que pour les Européens, le réveil a été un petit peu difficile, finalement. D'accord? Parce que l'Union européenne a dû se rattacher à ce qu'elle sait faire. Alors, c'est quelque chose que je développerai bien sûr beaucoup plus dans l'article. Qu'est-ce qu'elle sait faire, l'Union européenne? Liberté de mouvement des matériels, des individus. Donc, quoi de mieux que l'instrument UE pour mettre en place la mobilité militaire la plus efficace possible? Puisque l'OTAN fonctionne encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est quand même beaucoup sur de l'accord bilatéral, avec toutes les lenteurs administratives que ça implique. Qu'est-ce qu'elle sait faire l'UE? Elle est casse-pied avec ses règles, mais comme l'a très bien dit le président Macron à Davos avant-hier, on aime bien ça, nous, les règles. Donc autant en faire quelque chose d'utile et autant tirer les leçons des ratés yougoslaves, des premiers couloirs de solidarité d'Ukraine, pour finalement mettre en place toute une série d'outils. Je vous fais une liste rapidement. D'accord? Mettre en place des exercices qui vont encore au-delà
que ce que prévoit l'OTAN, de façon, encore une fois, à mettre en place de nouveaux outils. D'accord? Avec des règles extrêmement strictes, etc. Je termine avec un dernier exemple. Alors oui, mais bien sûr, c'est pas l'Europe qui va défendre le continent, on est bien d'accord. Malgré tous ces outils encore et ces milliards d'euros, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, en 2002, Finlande et Suède sont déjà membres de l'Union européenne. L'Union européenne a un super article 42-7, solidarité européenne. Mais ça suffit pas. En 2022, la solidarité européenne, ça ne suffit pas. Suède et Finlande en arrivent à mettre fin à leur traditionnelle neutralité. Il faut adhérer à l'OTAN. Mais qu'est-ce qui leur plaît? Mais c'est l'article 5. Très bien, l'article 42-7, mais c'est l'article 5 qu'il faut maintenant à nos amis du Grand Nord. Donc, il n'est pas plus strictement défini, cet article 5, mais il fait tellement partie de la réflexion commune, il fait tellement peur de par son flou, et on fait tellement tout pour ne pas le mettre en œuvre, et ça c'est quand même extrêmement intéressant. Malgré toutes les petites intrusions en Pologne, aériens, des petits drones abandonnés, etc. Non, toujours pas d'article 5. Attendez, mais c'est que ça doit être quand même terrible si on le met en œuvre. D'accord? Parce que je mets de côté le précédent afghan, hein. C'est pas exactement la même hypothèse. Et l'article 42-7 du TUE, il avait été mis en place au moment des attaques terroristes à Paris. OK, il y a eu une solidarité, mais il n'y a pas eu d'engagement militaire. Donc ça veut dire que, en fait, à ne pas le faire, à jouer sur cette ambiguïté à fond, à fond, à fond, mais finalement, on continue à inspirer la crainte, finalement, avec des petits exercices, je vais terminer là-dessus, des exercices type Orion 26, où tous les chars et 300 hommes en armes vont partir de Grèce pour rejoindre les côtes du Nord françaises, avec toute la démonstration de la mobilité militaire et toutes les mises en œuvre euh, de programmes, de financement, de mise à jour et de remise aux normes des ponts et routes en particulier. Et c'est quand même une sacrée démonstration. On a des chars qui partent de Grèce et qui vont pouvoir rejoindre le nord de la France. Ça, c'est une démonstration. Et l'article 5, il existe, mais finalement, on ne s'en sert pas. La combinaison de tout ça, c'est pour ça que j'ai mis une photo de Pedro Sanchez, parce qu'on ne parle pas beaucoup des Espagnols dans cette histoire, alors que finalement, et je trouve qu'ils ont eu un rôle particulièrement intéressant ces 2 dernières années. Ça fait quand même 2 ans qu'on nous casse les pieds, excusez-moi l'expression, avec les 2% du PIB pour l'OTAN, etc., les Belgiques, les mauvais élèves, tout ça, c'est faux. Bien. Lui, là, pardon, out of the blue, c'est-à-dire sorti de nulle part, il fait non, non, mais attendez, pourquoi on compte pas les dépenses pour l'élaboration du système aérien du futur, le SCAF? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en considération nos dépenses en termes de stabilisation de la paix, de formation des militaires? Pourquoi on ne prend pas en considération nos travaux sur la mobilité militaire? Pourquoi? Pourquoi ça n'est pas pris en compte dans le budget de l'OTAN? Donc l'Espagne il dit non, je ne suis pas d'accord, je ne me plierai pas aux règles de contrôle et d'audit de l'OTAN. Nous estimons que nous devons aller plus loin. Petite remarque pour nos amis du Canada. Les Espagnols sont de gros clients de F-35 et c'est pas la nation la plus revendicative d'Europe, hein. Et je dis ça avec beaucoup enfin, je dis ça en tant que Française et puis je dis ça avec beaucoup de gentillesse, hein. C'est quand même extrêmement étonnant que le Premier ministre espagnol sorte comme ça pour balancer ses 4 vérités sur le financement de l'OTAN. Et les Italiens ont suivi. Oui, oui, eux aussi, ils ont des programmes de développement de nouvelles frégates avec la France. Ils vont continuer à se concentrer là-dessus, puisque finalement, ce que dénonce l'Espagne, c'est de dire, mais attendez, vos 2% de dépenses, c'est pour acheter américain, mais ça va pas du tout, ça.
Vous nous empêchez de développer vos propres outils avec vos fausses règles qui étaient là, effectivement, au début pour prouver l'engagement politique. Et vous avez bien compris, l'engagement politique dans une organisation internationale, c'est déterminant. Sinon, c'est un ensemble de règles. Mais si on a plein de règles, on ne sait pas ce qu'on veut en faire, ça ne sert à rien. Et donc, après 2 ans, finalement, de menaces, l'Union, sans mauvais jeu de mots, commence à faire la force en disant non, non, attendez, on va reparler de la façon dont sont prises en considération les dépenses, comme vous expliquiez Renaud tout à l'heure. On va commencer à rediscuter maintenant. Ça ne sera pas écrit dans le traité de l'OTAN. Il n'y aura pas de réforme du traité parce que vous l'avez compris, il aime le flou, ce traité. Il en joue. Sauf que maintenant, il faut compter avec des États membres qui disent oui, oui, c'est flou. Nous aussi, on va jouer avec le flou maintenant. Par contre, tu nous laisses notre Union européenne avec nos petites règles du jeu vachement strictes et les sanctions qui vont avec. C'est pas 100% efficace? Non, c'est pas 100% efficace. Il y a toujours un gouvernement en Hongrie qui est pas vraiment, enfin, ou qui joue, mais qui joue avec l'OTAN aussi d'ailleurs. L'adhésion de la Finlande et de la Suède, ça a aussi failli être capoté à cause du gouvernement à l'heure actuelle en Hongrie. En fait, ce qui ne convient plus aujourd'hui, c'est pas l'ambiguïté. Oui, je vous ai mis, oui, parce que je vous ai mis les États dans quelle organisation internationale et quel système, mais c'est peut-être pas super visible. Je vais revoir autrement. Parce que c'est pas toujours très clair. C'est l'ambiguïté américaine, en fait, qui ne va plus. Qu'une construction institutionnelle soit floue, de façon à être adaptable au regard des circonstances. Finalement, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout si, on va dire, ces difficultés sont comblées par une autre organisation internationale qui est beaucoup plus stricte. C'est intéressant, je trouve la combinaison particulièrement intéressante. Par contre, l'ambiguïté des représentants étatiques de certains membres, ça, c'est ça le discours espagnol. Ça suffit maintenant avec l'ambiguïté du discours. Si vous voulez nous faire acheter exclusivement du matériel américain, ça ne se passera pas comme ça. Donc la réforme de l'OTAN dans les traités, j'y crois pas. Par contre, en bonne construction de common law, maintenant qu'il y a un précédent, c'est-à-dire des États membres qui commencent à réclamer une certaine façon d'auditer les dépenses, une certaine façon de prendre en considération la recherche et le développement en matière d'armement et de circulation et de mobilité militaire, maintenant qu'il y a le précédent, eh bien oui, cette organisation de common law, eh bien, elle va évoluer au regard du précédent. Je vous remercie pour votre attention. On va passer tout de suite à la présentation de Madame Kessar, qui est en ligne. Merci beaucoup. On va avoir du temps pour les questions à la fin. Attendez, Maud, on vous entend pas, là. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Alors, écoutez, bienvenue. Alors, merci J'essayais de beaucoup. contacter Maud hier pour toutes sortes de raisons et j'avais comme ça m'avait comme échappé que vous étiez pas en présentiel. Alors je lui disais pourquoi vous serez pas à notre réunion hier soir à 5 heures. Et elle me disait c'est parce qu'il est 23 heures chez nous là, puis moi j'ai déjà une grosse journée. Alors encore une fois Maud, pardonnez-moi. Euh, mais on a quand même échangé sur le contenu de sa présentation. Merci d'être là et Maud va nous parler de l'OTAN et le changement de paradigme américain vers un pilier européen de l'OTAN sans les États-Unis avec un point d'interrogation. Alors, une quinzaine de minutes, Maud. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, de me céder la parole et surtout de me permettre en fait d'être un petit peu avec vous aujourd'hui pour cette discussion importante. J'ai beaucoup apprécié la présentation précédente de ma collègue et je m'excuse de ne pas avoir pu rejoindre plus tôt cette assemblée. C'est d'autant plus important que la séquence que nous vivons est forcément incontournable et c'était sans doute très bien pensé de la part des organisateurs que je remercie beaucoup d'avoir forcément choisi ce thème à ce moment-là qui, moi, avec mes lunettes d'américaniste, me permet de nous projeter tout de suite dans finalement cette première année de mandat Trump et ce rapport à l'OTAN. Une première année de mandat Trump qui est marquée aussi par le retour d'un néo-impérialisme américain, à n'en pas douter, et aussi d'une présidence impériale, ce qui peut interroger aussi les questions juridiques, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan international. Et donc j'insisterai sans doute dans cette présentation sur le hiatus qu'il y a au sein des institutions américaines aujourd'hui, qui peut sans doute aller aussi dans l'entretien d'un certain flou qui n'est pas juridique, mais qui est ici politique, et ça sera plutôt mon angle et mon objet. Effectivement, depuis ce retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est confrontée à l'un des moments qui, pour moi en tant qu'historienne, est sans doute un des plus critiques de son histoire. C'est loin d'un simple ajustement stratégique. On l'a vu avec le nouveau document de stratégie nationale américain, la NSS, donc qui a été publié en 2025. Cela marque et ça enfonce le clou d'un changement de paradigme qui avait été beaucoup annoncé dans les discours. Et d'ailleurs, on reste dans le discours avec ce document-là. L'Alliance n'y est plus envisagée comme une communauté de valeurs et de sécurité collective, mais bien comme un instrument conditionnel de protection qui est réservé aux partenaires méritants ou aux partenaires loyaux, selon le vocabulaire que l'on préfère utiliser pour passer de la politique intérieure même à la politique internationale, puisqu'on voit que la terminologie peut être effectivement basculée d'un côté comme de l'autre. Donc l'Europe, qui était donc le pilier oriental de l'ordre libéral transatlantique, se voit désormais sommée d'assumer seule sa sécurité conventionnelle, et ce sur fond de désengagement américain partiel qui est donc annoncé ces derniers jours encore politiquement avec des signaux quand même assez forts, et ce bouleversement stratégique qui est une rupture donc a pris cette tournure spectaculaire de la séquence que nous vivons avec la réactivation donc, de ce projet d'acquisition qui était assez américain en fait historiquement du Groenland par l'administration Trump, ainsi qu'avec donc le retrait annoncé cette semaine de centaines d'officiers américains des structures de l'OTAN, même si c'est plutôt un signal un retrait massif, effectivement, puisqu'on parle des centres d'excellence de l'OTAN ici. Dans ce contexte, les États européens se retrouvent brutalisés, bousculés et confrontés à ce dilemme existentiel qu'ils avaient quand même vu venir, maintenir donc cette alliance transatlantique de façade ou assumer les fondations d'un pilier européen autonome qui doit être donc politique, doctrinal, capacitaire et industriel, puisque c'est la thématique que vous avez retenue. Donc, à mon sens, cette transformation doctrinale et politique rend nécessaire l'émergence donc de ce pilier européen, peut-être aussi à côté de l'OTAN, dans les scénarios les plus noirs, afin de préserver donc une capacité d'action stratégique collective, même en l'absence donc de garantie américaine automatique. Donc, je reviendrai sur la doctrine d'Unruh dans la proposition d'article auquel vous m'avez invité. Et la NSS 2025, cette rupture doctrinale avec le multilatéralisme, et ce hiatus avec cette nouvelle doctrine impériale de la doctrine d'Unruh que Trump, comme Trump l'a aimé à le signaler. Je reviendrai aussi sur l'OTAN qui est instrumentalisée et qui est convertie en une sorte de franchise sécuritaire conditionnelle. Et là, je serais heureuse d'avoir les réactions, le retour, l'appréciation de mes collègues. L'article 5 devenant plutôt contractualisé pour un pay to play, qui est sans doute finalement la ligne de Trump qu'il en fait adopte, comme on l'a vu ces derniers jours. Et puis de l'autre côté, on a quand même un congrès qui légifère et qui prépare la NDA, le National Defense Authorization Act, et qui tente, ou
pas, enfin, mais qui en tout cas affirme dans ce document, qui est plus un document budgétaire qu'un document stratégique, mais qui est fort intéressant, par voie législative, finalement, qui réaffirme son soutien bipartisan à l'OTAN. Donc, et c'est là que peut-être se situe le hiatus et certainement le flou pour les lecteurs des documents de 3000 pages et pas d'une trentaine. Et donc, face à cette incertitude, l'Europe donc et se retrouve bien confrontée à ce dilemme qu'on avait vu sans doute largement venir. Le cas du Groenland illustre aujourd'hui cette tension entre affichage symbolique et capacité réelle, et donc nous projette donc dans ce moment trumpien. Je rappellerai d'abord que donc cette redéfinition stratégique américaine de la garantie à la condition, s'inscrit quand même donc dans une volonté provocatrice et unilatéraliste de Trump. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'écarter les puissances extérieures du continent américain, il s'agit d'affirmer une hiérarchie entre alliés et conditionnés donc par leur degré d'utilité stratégique et leur alignement politique. On l'a bien compris dans ce document-là. Et donc, l'Alliance Atlantique est reléguée au second plan. Et on est passé du discours à la mise en doctrine, donc avec cette présentation de la NSS, les signaux sont clairs. L'Europe n'est plus la priorité stratégique pour Washington et le document ne mentionne l'OTAN que plutôt sur le volet ou l'angle des mécanismes d'appoint, sans référence suffisante à son rôle historique de sécurité collective. Et là, on comprend aussi que le document ne s'adresse pas simplement aux partenaires ou aux alliés, mais aussi dans les termes et dans les formulations plutôt à un auditoire intérieur. En revanche, l'attention, elle est bien focalisée sur la sécurité de l'hémisphère occidental et la compétition techno-militaire avec la Chine, la menace venue du Sud, donc qu'on a bien pu voir illustrée au sud du continent, puisque tous ces objets sont liés et nous éloignent sans doute des préoccupations otaniennes. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, l'a bien également rappelé. Il est temps que nos alliés prennent la pleine responsabilité de leur sécurité. C'est assez clair. Et cette déclaration suivie dès janvier 2026, à l'heure où nous parlons du retrait annoncé de ces 200 officiers américains de structures intégrées de l'OTAN, en particulier du centre de fusion du renseignement au Royaume-Uni, et particulièrement parlante, du commandement des opérations spéciales, ou encore de la Strict Force NATO. Donc, officiellement, ces ajustements seraient normaux pour le renouvellement, liés aux rotations, mais leur timing est particulièrement parlant et intéressant. Il est concomitant donc avec cette crise du Groenland, me semble-t-il, et il en souligne aussi toute la portée politique. Donc, on est bien là dans des gestes politiques plus que stratégiques. L'affaire du Groenland, c'est le révélateur impérial et un nouveau stress test stratégique, donc comme si on n'en avait pas eu suffisamment, donc déjà avec l'administration Trump depuis janvier 2025. Et donc, cette crispation autour du Grand Nord agit comme un révélateur symbolique malheureux de ce tournant, qui est loin d'être terminé, si l'on en croit les dernières déclarations qui ont été faites aujourd'hui par Donald Trump après Davos sur Fox Business. Et là, on comprend davantage le lien aussi avec ces éléments de doctrine qui se concentrent d'abord sur la sécurité économique avant de parler de sécurité collective et de partage de valeurs avec les alliés. Alors, s'il me reste encore suffisamment de temps, je voulais évoquer quand même les réponses des pays européens qui se sont ralliés au soutien au Danemark, les déclarations conjointes et cette mise finalement en action de la volonté politique européenne, même si elle peut paraître dissonante ou moins coordonnée ou plus fragmentée aux yeux de certains observateurs et partenaires. Il y a forcément une volonté qui est
forcé par la marche des événements. Et si on le regarde d'un point de vue plus optimiste avec le verre à moitié plein, finalement, Trump fait levier ou catalyse ces ambitions qui pour l'instant n'étaient pas suffisamment formalisées. Je comprends et j'entends donc les arguments de ma collègue qui ne croit pas à une alliance complètement transformée sur le plan contractuel, mais en tous les cas, la vision américaine qui a fondamentalement changé, en tout cas du point de vue de la Maison-Blanche, qui relève plus de l'imaginaire trumpien finalement que des règles de droit ou d'une bonne connaissance de la charte, nous pousse à l'action. Trump avait parlé, il me semble, quand on en avait un peu débattu après le sommet de La Haye, donc de cette franchise sécuritaire. Et pour Washington, l'alliance devient donc une marque que chaque État peut utiliser à condition de plus ou moins donc respecter des règles qui pourraient être à moitié floues et peut-être sans doute de manière beaucoup plus donc commode en tout cas pour ces dirigeants actuels de l'administration Trump. Les contributions, on a bien compris qu'elles sont contractualisées et c'est ce qui a été marquant en juin. Et Washington donc est prêt donc à contrecarrer certains États européens donc qui n'auraient plus de clé d'accès aux garanties. Donc c'est pour ça que je parlais de pay to play. Et on comprend bien que cette approche repose moins sur la solidarité que sur la hiérarchisation des mérites stratégiques entre guillemets. Donc effectivement, ça a déjà été rappelé, c'est l'article 5 qui est en balance ou qui est rediscuté et qui est surtout mal connu des dirigeants qui s'expriment, en tout cas qui communiquent. Toutefois, par ailleurs, cette dynamique, elle est plutôt contredite par cette fracture institutionnelle que j'évoquais et que l'on lit en tout cas dans le travail qui est fait au Congrès et qui impose aussi sans doute d'une certaine manière des restrictions à une mutation trop rapide de l'OTAN sous l'effet d'une impulsion politique et du locataire de la Maison-Blanche. Ce qui est quand même un frein particulièrement intéressant pour les Européens. Et puis il y a un deuxième hiatus quand même qui est important, majeur à souligner, c'est que le chasseur américain qui a pris ses fonctions cet été, Alexis Grynkevich, rappelait en septembre 2025 qu'en cas de menace avérée, nous sommes prêts à défendre nos populations. Et même si les déclarations de ces derniers jours vont dans le sens de l'administration, toutefois, on comprend qu'il y a dans les discours un hiatus aussi entre les commandements militaires, le Pentagone et la Maison-Blanche sur un certain nombre de sujets, pas en la personne de Pete Hegseth, mais en la personne des chefs militaires qui ne voient pas évidemment, qui n'ont pas forcément ni la même perception ni la même expérience de l'alliance que donc les représentants MAGA au pouvoir. Alors la représentation, les réponses européennes, elles sont aujourd'hui désignées ou représentées ou qualifiées de fragmentées, y compris par le président Zelensky aujourd'hui. Et donc pourtant, il y a quand même une réaction et un pilier stratégique qui se dessine à marche forcée de coalition des volontaires sur un autre dossier qui est forcément lié et qui n'est pas forcément le fait du lien que Donald Trump fait avec le dossier ukrainien, mais qui est aussi une nécessité en fait pour les Européens de défendre en fait ces deux dossiers en même temps, puisque le stress test est donc grandeur nature avec l'épreuve du Groenland qui entraîne en fait sans doute et peut rassurer, ce sont ces réactions avec les pays nordiques qui sont porteuses en fait aussi sans doute d'un levier supplémentaire, d'un moteur aussi politique au sein de l'Alliance et qui ne sont pas du tout négligeables. Et puis ce déploiement conjoint, la proposition conjointe franco-allemande, et puis peut-être aussi mes collègues auront des arguments ou des éléments
pour commenter aussi l'initiative qui a été faite par le commissaire européen à la défense et qui propose la création de cette armée qui serait en miroir, qui ressurgit en fait d'une armée européenne qui serait en miroir de l'ensemble des troupes additionnées donc sur le territoire en Europe et donc des troupes américaines, puisque Andrius Kubilius parle de son projet, ça serait d'arriver à 100 000 hommes, ce qui nous rappelle, nous Européens, finalement, peut-être le projet ambitieux et controversé qui avait été compliqué pour les Français, qui était le projet de la Communauté européenne de défense, la CED en 54, qui avait été avorté par la France et qui buterait à nouveau sur les résistances nationales aujourd'hui. Donc il y a quand même un brainstorming et une mise en œuvre qui est particulièrement vive. Peut-être sous les stéroïdes de Donald Trump, mais c'est peut-être aussi la possibilité d'avancer vers cette Europe puissance que l'on vise. Et si la question c'est est-ce que le pilier européen est une alternative ou une condition de survie de l'Alliance, ce que révèle donc cette phase Trump 2.0, ce n'est pas une rupture définitive avec l'OTAN qu'un basculement conceptuel, puisque l'Alliance est désormais subordonnée à à une logique différente de la puissance américaine, avec un article 5 qui sans doute peut paraître conditionnel pour les Américains et la coopération devient donc transactionnelle en mettant en avant le nexus sécurité-commerce qui permet à l'ensemble de nos experts qui travaillaient davantage sur la sécurité de faire particulièrement le lien avec le commerce et réciproquement, c'est particulièrement le cas dans les think tanks européens. L'engagement devient alors révocable donc à l'échelle de ce mandat présidentiel et dans ce cadre, la question faut-il créer un pilier européen, mais peut-on encore se passer d'un pilier européen? Donc l'Europe n'a plus le luxe de l'ambiguïté stratégique, me semble-t-il, et l'épisode du Groenland, c'est donc ce stress test dont je parle. Donc 3 scénarios pourraient encore se dessiner. Le statu quo résilient, où l'Europe continue de se reposer sur l'OTAN, tout en multipliant des dispositifs parallèles, ce à quoi je crois moins, sans réelle convergence stratégique. L'autonomie affirmée, on peut en discuter, avec la consolidation donc, de ce pilier européen autonome au sein de l'Alliance et doté de capacités propres, d'un Conseil de sécurité européen, d'une préférence industrielle assumée. Et puis, le troisième scénario, sans doute que le redouter, l'implosion, la fragmentation en cas de second retrait brutal américain ou une possibilité d'affaiblir aussi bien l'UE que l'OTAN, mais je pense que ça a été particulièrement rappelé. Donc, on comprend bien que c'est le second scénario qui est le plus exigeant et qui est aussi le seul durable puisqu'il suppose une gouvernance stratégique européenne, des choix industriels assumés, c'est déjà en marche, une capacité d'anticipation aussi doctrinale, y compris face à une Amérique qui est donc redevenue imprévisible à la Maison-Blanche, mais je dirais pas au Congrès, et c'est sans doute notre force aussi d'avoir encore donc l'esprit de la défense collective et des valeurs partagées au Congrès. Donc, comme le résumaient certains de nos collègues diplomates, l'UE ne peut plus penser l'autonomie comme rupture, mais comme assurance collective face à la volatilité des alliances, ce qui nous donne à nous, académiques, matière à réflexion, à comparaison aussi avec la première administration. Finalement, ce stress test américain peut alors devenir un catalyseur, comme je le disais, et peut-être pas un divorce transatlantique, comme on se plaît à le rappeler dans la presse, mais plutôt le moment j'espère, d'un rééquilibrage adulte entre partenaires capables, solidaires, mais non dépendants. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Maude. Nous avons à peu près une dizaine de minutes, 10-12 minutes pour les questions. Pendant que vous y réfléchissez, quelques points peut-être. Vous savez, à l'école ici, on met beaucoup d'importance sur tout le côté pluridisciplinaire. Et sur cette question de la transformation de l'OTAN, sur cette tribune, on a eu une belle preuve de comment on peut approcher ces grands enjeux-là avec des lunettes différentes, des loupes différentes. Alors, Alexis a exploité un éclairage qui était enrichi par les sciences de la gestion.
Et d'ailleurs, vous êtes le deuxième à nous parler un peu des enjeux de sécurité sous la loupe des sciences de gestion, parce qu'on a eu une conférence par Olivier Schmitt il y a quelques jours, qui était virtuelle, mais qui nous a parlé de comment les sciences de la gestion qu'on utilise dans le monde civil s'appliquent tout à fait aux grands enjeux auxquels font face les forces armées. Alors, très intéressant. Merci. Élise y a été avec un éclairage enrichi par le droit, bien évidemment, et cette notion d'utiliser des codes de droit différents pour regarder les grandes organisations internationales comme vous avez fait, très, très intéressant. Et finalement, Maude, un éclairage de sciences politiques, hein, plusieurs questions. J'avais plusieurs questions aussi en vous écoutant, mais c'est pas à moi de les poser, c'est à l'auditoire. Alors donc, là-dessus, la parole est à vous. Monsieur Massy. Oui, Justin Massy. Question pour Maude. Que j'appréciais beaucoup, beaucoup apprécié ta contribution ce matin. Merci beaucoup ce soir pour toi. J'aimerais ça t'entendre davantage sur les 3 scénarios que tu as évoqués à la fin pour nous dire lequel s'en vient le plus probablement, selon toi, bien entendu. On parle de ce pilier européen, cette autonomie, cette Europe de la défense. On l'a nommé plein de choses depuis les 50 dernières années. Est-ce qu'elle peut réellement exister? Est-ce que l'épisode du Groenland, même s'il n'y a pas eu de coup de feu, est le catalyseur qui va enfin permettre les choses de débloquer, à ton avis? Ou est-ce qu'il va falloir aller encore plus loin dans la rupture pour le permettre d'exister? Merci beaucoup. Est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce qu'on attend peut-être Allez-y. Ah oui. Alors, je pense que j'évoquais finalement dans ces scénarios possibles, je disais dans l'ordre que c'était sans doute plutôt le deuxième scénario que j'évoquais, en fait, qui pourrait sans doute être en tout cas plus souhaitable. Et ce que j'évoquais aussi, c'était, donc je rappelle, une autonomie plus affirmée avec la consolidation de ce pilier européen donc autonome. Notre première nécessité de mobilisation, c'est évidemment, ah, je vous vois mieux, donc c'est, voilà, c'était forcément, on a un stress test très important sur l'Ukraine, donc ça nous a permis d'être quand même assez très mobilisés. Mais ce deuxième stress test sur le Groenland, je ne pense pas que Trump puisse aller beaucoup plus loin encore que les menaces qu'il a proférées, même si je ne crois pas donc à sa volonté d'intervenir militairement, comme il nous le rappelle par ses volte-face constants. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est justement le rôle moteur qui peut être joué avec donc l'ensemble de ce que nous on appellerait les pays nordiques et nos partenaires, norvégiens, danois, évidemment suédois et finlandais. Donc la discussion est plus active, très allante, avec des partenaires qui, comme nous à un certain moment, les Français, ont pu réfléchir aussi rapidement à construire aussi une capacité militaire qui est là, opérationnelle et nécessaire, et puis aussi une capacité à préparer les esprits. Et je pense qu'on est dans ce moment-là qui est important et qui est moteur. Et c'est en cela que je ne sais pas si Trump peut aller encore plus loin, mais en tout cas, il ne fait pas réfléchir que les dirigeants. Et la volonté politique ne se fait pas sans enjeux intérieurs. Et c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le moment que l'on vit, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans ma partie aujourd'hui de l'espace transatlantique, c'est effectivement ce lien entre les objectifs intérieurs et les objectifs de sécurité et de commerce qui sont extrêmement liés. Ce que je veux dire ici, c'est que les enjeux de politique intérieure pèsent beaucoup sur ces décisions de politique étrangère et de sécurité collective. Et on assiste à un moment intéressant où non pas internationalisation, mais
le fait que enjeux internationaux deviennent en fait des enjeux de politique intérieure, c'est aussi vrai aux États-Unis maintenant que chez nous. Ça va l'être particulièrement. Donc, on vit un moment qui est intéressant sur le plan stratégique et politique, me semble-t-il. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. Si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Donc, Guillaume Laborde, étudiant à la maîtrise. Donc, quand on parle de l'OTAN et de sa refonte, on parle beaucoup des refontes militaires et des alliés. Mais par contre, en Europe, si on regarde actuellement la situation de la Transnistrie en Moldavie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie, Lugansk et le Donetsk en Ukraine, et les russophones des pays baltes, où j'ai pu y aller en mai dernier pour voir la sécurité et la défense sur place. Mais donc, quand on parle de défense, et pour le temps et pour sa refonte, serait pas mieux de parler davantage, peut-être plus d'accent et d'effort sur sécuriser et répondre aux enjeux identitaires et politiques plutôt que militaires pour prévenir les conflits plutôt que d'être plus fort s'il y avait un conflit. Je pense que la première option serait peut-être, de mon point de vue, plus rentable que la seconde. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, avant de passer la parole à Élise, vous introduisez tout le concept de l'élargissement du concept de sécurité, là. Merci beaucoup. Alors, Élise, on vous écoute. Merci pour cette question cruciale qui me passionne parce que, en fait, avant de m'intéresser aux questions de sécurité, de rejoindre l'école de guerre à Paris, tout ça, je suis une passionnée des frontières. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un peu de sous, je suis allée à Chypre, je suis allée voir la ligne verte. Il fallait que j'aille voir ce qui se passe. Euh, alors effectivement, il y a eu toute une série de ratés institutionnels de ce côté-là. Je vous rejoins à 100%. D'accord? Déjà parce que, alors là c'est UE, mais Chypre est supposé être État membre dans son entièreté de l'UE, alors qu'il y a tout un territoire qui est sous administration de facto turque, je veux le dire. D'accord? Donc on a été pas rigoureux du tout de ce côté-là. D'accord? C'est pas pour rien qu'il y a toujours aussi une opération de maintien de la paix, je pense. Et donc, à partir du moment où il y a eu un précédent, vous comprenez la force du précédent, il y a une force du précédent. Il y a une force du précédent chypriote, donc on l'a toléré pour la Moldavie. Parce que quand la Moldavie s'est détachée de l'URSS en tant que république fédérée, puisque la Moldavie était une république fédérée de l'URSS, on a toléré qu'un morceau soit sous administration russe. Et on a continué. Ensuite, il y a eu la Géorgie, autre république fédérée de l'URSS, qui a déclaré son indépendance de son côté. Et puis finalement, bah, comme les zones d'influence, c'est pas exactement des vrais États. Je dis ça à dessein un peu pour provoquer, hein, d'accord? Une zone d'influence, c'est pas vraiment des vraies nations avec des vrais États. Alors s'il manque un morceau, c'est pas grave. Le problème, c'est que là, on est en train d'arriver au bout de la viabilité de ce précédent, très sincèrement. Parce que ben, on se retrouve avec des discours du type, mais attendez, comment voulez-vous intégrer l'Ukraine à l'UE ou à l'OTAN, étant entendu que des proportions notables de son territoire ne sont pas sous sa souveraineté. Ah oui, mais avant, on a laissé faire parce que c'était pas grave. On est en train de se rendre compte que c'est grave. Le problème, c'est que est-ce que ce sera toléré côté OTAN? C'est possible grâce à son flou qui lui permet une certaine adaptabilité, mais au niveau UE, ça marchera pas. Au niveau UE, ça marchera pas du tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est en train de se rendre compte que, 80 ans plus tard, en fait, que l'égalité souveraine des États et le sens à donner au tracé des frontières, eh bien, il est en train d'avoir de l'importance maintenant. Maintenant. Avant, c'était exclusivement symbolique. Donc, je repose la question de mon intervention. Qui est le plus à même d'assurer ça? L'UE et sa super rigueur ou l'OTAN et son flou artistique?
Voilà, parce que, et encore une dernière question un peu pour provoquer gentiment. Oui, oui, payer pour jouer, il n'y a pas de problème, mais s'il paye pas, c'est quoi la sanction? Il est où le tribunal de l'OTAN? Pas vu, moi. Bon. J'espère que... On est à l'heure. Alors, un grand, grand merci. Je ne Oui, sais pas si on a le temps pour une dernière question, qui est une question en ligne, oui. de la part de Florence. Elle n'est pas destinée à quiconque en particulier. Et la question est la suivante. Est-ce vraiment seulement depuis Trump que le partenaire le plus méritant serait celui qui a investi le plus dans l'armement américain? Ah non, 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 non. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est le Premier ministre espagnol qui a été le premier à le dire avec des mots, c'est-à-dire que c'était un bruit sourd jusqu'à maintenant. Mais bien évidemment que sous l'administration Biden, c'était plus poliment avancé, on va dire. Mais c'était assez évident. Par contre, le premier qui a eu le courage de dire les choses, parce que en fait, il y a quelque chose qui est intéressant et quelque chose qui est très intéressant chez les politistes, c'est que tous les discours ne donnent pas lieu à une création juridique, en fait. Et c'est rare qu'un discours donne création d'une procédure institutionnelle. Et si j'ai parlé de la déclaration de Sanchez tout à l'heure, c'est parce que elle est à l'origine d'un précédent qui va donner une évolution dans la pratique des relations entre États membres de l'OTAN, à mon avis. D'accord? Et ça a plus de poids. Pourquoi j'ai parlé de Sanchez et pas de Kubilius qui parle de son armée? Mais parce que ça, c'est une grande déclaration d'intention. Mais il n'y a pas de procédure derrière. Donc, c'est pareil, pas de procédure, pas de tribunal, pas de sanction. Moi, ça n'existe pas. C'est ça, en fait. Donc, oui, bien sûr. C'est juste que là où c'est notable, c'est que, il y en a un et pas des plus rebelles habituellement qui dit non, attendez, là, ça suffit, quoi. Parlons de l'effort de dépense en vrai. Merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, aux gens qui sont en ligne, merci pour votre présence. Maude à distance, merci pour votre intervention. Évidemment, les gens ici présents, merci beaucoup pour votre participation. Alors, Alexis, Élise, un grand merci. Et la prochaine mission, c'est le lunch, je crois. Alors, allons-y gaiement. Merci bien.